Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec sur le plateau de Tech Co ce soir pour débriefer l'actu du beau monde, mesdames, messieurs. Yves Maître est là. Bonsoir Yves. Bonsoir. Yves Maître qui est operating partner chez Jolt Capital. Tu as été aussi le patron de HTC. Tu as travaillé chez Orange. Tu connais par cœur les rouages de la tech et merci d'être là régulièrement. À tes côtés, un petit jeune qui vient d'arriver. Il est en stage ici. Le Moïse, pour ceux qui ont regardé Roland Garros, de 17 ans. Voilà, c'est ça. Frédéric Simotel. Bonsoir François, bonsoir à tous. Qui monte toujours au filet, bien évidemment, dans l'actu tech. Journaliste à BFM Business. Et nous avons aussi Didier Sens ce soir. Salut Didier. Oui, bonsoir. Quel plaisir de te retrouver, cher Didier, journaliste tech, et qui suit cette actu aussi depuis de nombreuses années. Quand l'industrie devient le nouvel Eldorado de l'intelligence artificielle. Autour du français Mistral AI de partir à l'assaut du secteur, déjà en collaboration avec ASML et Stellantis, Arthur Mensch a profité de la première édition de son AI Now Summit pour annoncer 3 nouveaux partenariats avec Airbus, BMW et EDF, du beau monde donc. L'occasion pour la start-up de s'affirmer dans l'IA physique face à une concurrence américaine de plus en plus féroce. Éline Lefaou avec Simon Tenenbaum et on revient juste après bien sûr. Mistral AI voit l'industrie avec un grand I, de la défense à l'énergie, mais aussi avec un grand V pour vertical. La pépite tricolore le sait, difficile de faire le poids face aux mastodontes OpenAI ou Anthropic qui investissent à coups de milliards de dollars. Alors Mistral opte pour un autre modèle, l'IA dite sur mesure, avec le déploiement de 300 ingénieurs directement chez ses clients. L'objectif, proposer des outils adaptés à leurs besoins. Ces nouveaux partenariats avec EDF, Airbus ou BMW figurent comme des cas d'usage idéal, selon Timothée Lacroix, cofondateur de Mistral. On va s'intégrer dans leurs équipes, on va passer beaucoup de temps à comprendre leur business. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait un pilote, si ça se passe bien, et dans le cas d'Airbus, ça s'est bien passé, on commence à travailler sur un partenariat beaucoup plus long terme. C'est des partenariats qui sont fantastiques pour nous parce que ça nous permet de nous projeter sur du temps long, ça nous permet d'engager des projets beaucoup plus ambitieux, de co-développer des produits. Vertical dans le fond, mais aussi dans la forme. Arthur Mensch dit vouloir être un acteur full stack dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire être présent du centre de données aux applications. Un nouveau projet de data center en Essonne a été annoncé. Reste que Mistral n'y arrivera pas seul. Son PDG a rappelé l'importance de mettre en place une préférence européenne dans les marchés publics d'intelligence artificielle. Voilà, je vous le rappelle tout à l'heure, dans moins d'une heure maintenant, aux alentours des 20h30 et pendant 28 minutes, interview exclusive de l'un des cofondateurs de Mistral, Timothée Lacroix, répondra à mes questions. On évoquera les annonces qui ont été faites par Mistral aujourd'hui, mais aussi d'une manière générale, la stratégie de notre pépite IA française. Fred, tu y étais ce matin. Alors, c'est intéressant parce que c'est le premier summit de Mistral qui fait un peu comme tous les autres, finalement. Comme OpenAI, qui régulièrement fait des points publics avec des partenaires, etc., pour annoncer leurs nouveautés, et ils n'ont pas été avares en nouveautés ce matin. Oui, ils ont annoncé. Alors déjà, il faut voir, c'est toute une journée donc, au Carousel du Louvre, donc ils ont réuni plus de 2000 personnes. C'était assez international, d'ailleurs, on entendait beaucoup parler anglais, enfin, il y a beaucoup de nationalités, en tout cas, qui étaient là. Beaucoup de grands patrons aussi, Patrick Pouyanné, le patron de Total, Guillaume Faury, le patron d'Airbus, Rodolphe Sadé, le patron de CMA-CGM, qui est aussi le propriétaire de BFM Business, des représentants de BNP Paribas, le grand patron de toute l'IT de BMW. Voilà, donc ils sont venus présenter chacun un peu ce qu'ils mettaient en place avec Mistral. Et puis on voit que Mistral aujourd'hui a bien présenté sa stratégie. Ils ont la partie LLM, donc ça on les connaît avec le chat. Ils ont la partie qui s'appelle Studio. Là c'est toute la base qui va permettre de travailler avec les entreprises et c'est là-dessus qu'ils basent vraiment leur développement. Et puis il y a toute cette partie compute, c'est-à-dire tout le calcul, l'hébergement. Donc ils ont ils sont en full stack, comme on dit. Ils ont un premier data center donc à Bruyères-le-Châtel, donc dans l'Essonne. Et ils ont annoncé un deuxième qui va ouvrir en janvier 2027. Ils ont 30 000 GPU NVIDIA quand même, donc ça commence à être un partenaire assez sérieux. Et donc là, voilà. Alors il y a eu plein d'annonces un peu techno sur les produits. Moi, je retiens le Vibe for Work, donc qui va aider chacun des collaborateurs à créer ses propres agents. Qui a le chat un peu boosté. Voilà, un peu boosté, voilà, qui
va permettre de créer ses propres agents. Ils ont ça. Ils ont. Alors, il y a tous les partenaires. Ce qui est amusant aussi de voir, c'est tout l'écosystème qui est là, parce qu'on dit oui, il y a 300 personnes qui vont être placées chez les entreprises. Bon, il y a beaucoup de gens de Capgemini, d'Accenture et de Sopra Steria. Il ne faut pas les oublier, qui sont bien là aussi pour intégrer, parce que en fait, c'est la transformation numérique des entreprises boostée à l'IA finalement. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Donc voilà. Donc c'était une journée, et il prévoit déjà d'autres sommets, peut-être aux États-Unis. Oui. En septembre. Bon, très bien. Est-ce que vous avez suivi les annonces de Mistral, notre pépite française de l'IA? Oui, bien sûr. Moi, je trouve cette stratégie super maline, super intelligente, parce qu'effectivement, au lieu de se heurter de plein fouet aux généralistes américains, entre public, OpenAI et compagnie, qui ont beaucoup plus de moyens, qui jouent beaucoup sur le volume, sur la quantité, parfois au détriment de la qualité, disons. Là, la stratégie de Mistral, c'est clairement d'attaquer les marchés sectoriels, et je trouve ça très bien. Ils avaient déjà commencé avec la finance, ils avaient un système d'AI spécialisé. D'ailleurs, leur premier client, c'est BNP Paribas. Voilà, qui leur demande d'ailleurs de mettre au point un concurrent de Mythos pour essayer de détecter les failles des systèmes informatiques. Donc ils ont fait la finance, ils ont fait... qu'est-ce qu'ils avaient fait encore Alors, juste une chose, on parlait tout à l'heure de BMW. Très intéressant ce qu'ils font avec BM. Crash test. Voilà, les crash tests, ils simulent, alors non pas des crash tests parce que ça se fait déjà, mais ils simulent en fait des pièces de véhicules. Et ils arrivent à comprendre comment, avant que ce crash test se fasse, cette pièce va réagir en cas de choc. Et donc tout ça, c'est grâce à l'IA qu'on le fait. Et il paraîtrait que ça leur fait gagner beaucoup de temps. Mais Timothée nous racontera tout ça tout à l'heure. Et alors, donc justement, je continue. Donc après les finances, il y avait l'administratif, il y avait le grand public avec le chat, etc. Maintenant, ils s'attaquent clairement à l'industrie, à l'ingénierie industrielle. Donc comme tu dis, effectivement, pour optimiser des processus, pour faire des tests plus réalistes, c'était jusqu'à présent des opérations, Frédéric, tu m'interromps si je me trompe, qui étaient plutôt dédiées à des gros logiciels de simulation, comme ceux qu'on voyait plutôt chez Dassault, chez Dassault Systèmes, etc. Maintenant, donc ça va être peut-être plus spécifique, plus léger. Et moi, je trouve encore une fois que cette stratégie est vraiment très intéressante. Il ne délaisse pas pour autant l'aspect grand public, mais c'est bien qu'on ait un acteur français qui s'intéresse à un marché aussi prometteur que celui de l'industrie. Et puis c'est bien aussi qu'ils mettent en avant l'aspect souveraineté numérique qui est bien entendu l'un des enjeux de l'IA aujourd'hui. Tous les clients que j'ai vus ce matin, même toute la journée, j'aurais dit mais pourquoi Mistral plus qu'un Anthropic et tout ça? Il dit mais c'est la souveraineté. Ouais, et donc vraiment, et Mistral veut apparaître à l'acteur international, mais Mistral a bien compris ça au niveau français et même au niveau européen. Après, il faut qu'il soit à la hauteur. C'est toujours pareil. Oui, là, alors Vi4Work, il y a encore quelques améliorations, mais enfin c'est quand même. Non, mais ce que ça veut dire aussi, je termine avec ça, c'est qu'ils sont obligés de respecter donc les règles européennes, ce qui n'est pas le cas d'autres acteurs. Ils sont obligés d'agir sur des réglementations donc qui changent tout le temps, de suivre les processus systèmes des entreprises pour venir opérer chez eux. Donc tout ça, ça fait qu'effectivement, ils ont peut-être plus de légitimité sur des marchés européens et français que des acteurs internationaux qui fonctionnent à leur vitesse avec leur processus, pas forcément en tenant compte de ce qui se passe dans la législation européenne. Yves, ton point de vue? Moi, je suis super content et je trouve que c'est vraiment à l'honneur de l'Europe et bien sûr de la France, puisqu'ils sont français, et puis à l'honneur de la jeunesse. Aujourd'hui, on a eu Moïse à Roland-Garros, 17 ans, on a Arthur Menge qui a une dizaine d'années de plus, on va dire, ou une grosse dizaine d'années de plus. Et quand on voit toute cette jeunesse qui est par ailleurs fortement critiquée, moi je suis extrêmement fier de voir l'état de maturité, l'état de professionnalisme d'un certain nombre de ces jeunes. Alors on critique l'éducation, voilà le résultat, il n'est pas si mauvais que ça. Maintenant, si on revient sur la stratégie, je trouve que c'est une implémentation parfaite d'une stratégie. On ne va pas dire que c'est nouveau la stratégie qu'il fait. Il a pris le meilleur des stratégies des autres, il l'a mis dans un paquet, donc il a super bien copié. Mais c'est tout à son honneur. Hein. C'est pas négatif de copier. Moi, je regarde la copie comme quelque chose d'extrêmement positif. On voit le nombre de personnes qui vont dans des musées pour dessiner. Enfin bon, je veux dire, l'art de faire ses gammes au piano. Et donc, il a pris le meilleur de chacun et il l'a mis ensemble avec un courage de dingue. Alors, on va voir pourquoi je considère que c'est un courage de dingue et une audace
incroyable pour une entreprise aussi jeune. Alors d'abord, il a parfaitement compris le jeu politique de l'Europe. Et dans l'interview qu'il a fait au Parlement, je trouvais qu'il avait été très malin. Donc, il a bien compris toutes les règles politiques, les mots qu'il faut dire pour s'allier, monde politique. Et puis, envoyer un électrochoc aussi à l'opinion et aux décideurs en disant, attention, il nous faut de l'électricité. Parce que, en fait, le moteur de tout ça, c'est l'électricité. Donc, ça, c'est la première chose qu'il a bien fait. La deuxième chose, et là, je ne parle pas technique, hein, il fait un écosystème. Et ce qui est incroyable, c'est que cet écosystème, il est en train de faire un écosystème, pas pour le consommateur, le B2C, pas pour Madame Michu, mais pour l'industrie. Or, il sait que l'industrie a de l'argent. Madame Michu, elle n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, on le sait très bien. Donc, il va où est l'argent. Et il fait un écosystème au départ français avec la BNP. Et maintenant, cet écosystème, parce qu'il est crédible, parce qu'il a délivré, il devient européen avec des gens comme BMW. Ce qu'il est en train de faire, c'est un écosystème unique et il est en train de fédérer tout un écosystème autour d'une seule AI qui est la sienne en Europe, en jouant, bien entendu, sur la souveraineté des données. C'est juste super bien fait et c'est super bien implémenté avec un certain nombre de partenaires, comme tu le faisais remarquer, qui sont des partenaires qui donnent des ressources et qui savent faire ça. Donc je trouve ça très malin. Sans LLM, c'est le meilleur du monde. Non, non, non. Il n'a pas un 12 cylindres en V. Je veux dire, c'est pas un moteur Ferrari. D'ailleurs, les moteurs Ferrari, on en parle en ce moment. Ouais. D'accord ? Mais il a un moteur qui marche bien. C'est style le 6 cylindres BMW. Ça tourne, ça roule. Ça fait pas des exploits, mais ça démarre. Il ne faut pas que ça devienne le PureTech de Renault. Quoi, non, non, c'est Renault ou Peugeot, le PureTech. C'est Stellantis, je crois. Donc c'était Peugeot. Ouais. Ouais. Et puis derrière, il a décidé de faire une intégration verticale sur l'inférence, et pas sur le trading, sur l'inférence, parce que c'est là où sont les coûts. Et où il a un risque, c'est d'être plus cher que les autres. Donc il est obligé de faire l'intégration verticale, comme sur les autres, et c'est là où est le gros risque, à mon avis, parce que les ressources financières dont il va avoir besoin, je crois même que Timothée a évoqué ces derniers jours de faire son propre chipset, où il n'excluait pas de faire son propre chipset. Là, technologiquement et financièrement, ça va demander beaucoup de ressources. Et je trouve ça extrêmement courageux. Mais si son écosystème marche bien, s'il a le support des politiques, il arrivera à faire sa verticalité et à donc être compétitif. Donc, il ne cherche pas à rouler en Formule 1, il cherche à faire une course raisonnable, bien foutue, et à créer son écosystème. Et pour le moment, où il est très très fort, c'est qu'il l'implémente bien. C'est-à-dire que ça marche, c'est-à-dire que les pièces rentrent bien ensemble et tout ça marche bien. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Non, et autre chose aussi, c'est que on parle de frugalité aujourd'hui. C'est-à-dire que là, au mois d'avril, il y a toutes les entreprises qui ont eu leur facture de token, là, parce que ça s'est un peu ouvert. Ça a été la fête. Ça a été la fête au village, pour OpenAI et tout ça, parce qu'il y a eu des belles factures dans ce domaine. Et justement, ça va devenir un sujet, ça, pour les entreprises. Ça y est, ça en est un. Ce qui s'est passé au mois d'avril, je peux dire, toutes les entreprises, elles ont fermé très vite les robinets. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en avril ? Pourquoi en avril ? Parce que tout le monde, parce qu'on commence à voir les usages qui arrivent. Voilà. Et que... les modèles ont ouvert davantage leur système, et tout d'un coup, quelqu'un, pour 200 € pouvait se lâcher, et puis tout d'un coup, ils ont dit, nous, excusez-nous, mais on va commencer à facturer un peu, un peu plus. Ce qui s'est passé en avril, si je puis me permettre, c'est que les agents, ce qu'on appelle l'agentique, le monde agentique a explosé. Okay. Et donc, les agents, ils travaillent tout seuls pendant que tu dors. Sauf qu'ils prennent ta carte de crédit pendant que tu dors. Et quand tu te réveilles, t'as le banquier qui t'a envoyé un texte, tu vois. Et donc tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et surtout les OpenAI, etc., qui avaient donné buffet à volonté, parce que toi, t'étais parti te coucher, donc ils se sont dit, bon, c'est bon, ils sont partis se coucher, on va ranger le buffet, ils ont mangé ça. Puis hop, tous les petits nains sont arrivés la nuit pour faire le truc, et les propriétaires, quand ils se sont levés le matin, le buffet, il était vide. Et donc, à un moment, ça ne tient plus économiquement. Donc, à un moment, ils ont dit, on arrête le buffet à volonté, on augmente les prix. Et puis, le client, tout d'un coup, il s'est dit, les petits nains vont rester à la maison et puis on va juste manger tous les deux. J'adore les images d'y mettre. C'est un peu comme ça, quand même. Non, et les clients ont consommé énormément, donc on a vu des grosses factures. Et les modèles de Mistral ont l'avantage d'être aussi beaucoup plus frugaux. Je parlais tout à l'heure des avantages. Gens, ce qu'ils cherchent, c'est performance, voilà. Mais là, à la limite, parfois, ils sont un peu moins bons que les autres. Mais derrière, c'est la souveraineté. Et le troisième point, c'est la frugalité. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle dans le monde les FinOps, quoi.
ceux qui regardent vraiment la finance, la consommation cloud, Ouais, tout ça, maintenant les FinOps, ils sont aussi sur la consommation des tokens, parce que des tokens de l'énergie, etc., parce que la facture peut très vite grimper, et c'est apprendre aux gens à dire, tiens, pour tel type de requête, vers quel modèle j'oriente, quoi. Est-ce que vous êtes obligé de faire appel à un cloud je ne sais quoi pour cette partie-là, alors qu'un modèle plus petit serait... Cela étant, et je pense que c'est performant. Excuse-moi, Oui. désolé. Cela étant, et c'est vraiment important, l'AI gratuite, manifestement, c'est la fin. Oui. Et qui c'est qui va payer l'addition à la fin? C'est les utilisateurs, donc c'est vous et moi. Donc la question de savoir, c'est aujourd'hui tous ceux qui utilisent ChatGPT, Claude ou Gemini en version gratuite et dont ça suffit finalement, parce que c'est vrai que quand tu es étudiant, tu vois, pour faire tes petites requêtes comme ça, ChatGPT gratuit, ça suffit. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va devenir payant? Est-ce que les gens vont s'abonner à ChatGPT? Est-ce que c'est devenu une drogue, finalement, qui nécessite un abonnement? C'est ça la question. Il y a tellement de concurrence qu'il y aura moyen, à un moment ou à un autre... Je pense qu'il y en aura toujours un qui sera gratuit. C'est un peu comme le streaming musical. Il y en a plein qui, finalement, ne payent pas, ont un peu de pub, etc. Oui, mais à la fin, il reste Spotify et Deezer chez nous, et c'est payant. Ouais. Et par contre, là où c'est important aussi la partie qu'on appelle compute, mais les calculs, l'hébergement et tout ça, c'est que parce qu'ils ont quand même un objectif de viser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est là où ils vont faire de l'argent. C'est là où ils vont faire de l'argent. C'est pas dans les LLM et c'est pas non plus dans le Vision Studio. Vision Studio, c'est des projets où ils vont gagner de l'argent évidemment, mais pas autant à hauteur de monter à des centaines de millions. On reviendra sur Mistral tout à l'heure. Timothée Lacroix, cofondateur de Mistral AI, interview qu'on a enregistrée il y a quelques heures à peine, qu'on vous diffuse à partir de 20h30. On reste dans ce sujet, enfin, en tout cas, on est toujours dans la même sphère, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore quelques mois, on évoquait régulièrement les cris d'alarme de tous les patrons d'IA qui disaient « Attention, on va droit dans le mur, on va se retrouver avec des millions de personnes qui vont se retrouver sur le carreau parce que leur emploi va être supprimé à cause de l'IA. » Jensen Huang, Dario Amodei, on avait eu Sam Altman, même Arthur Mensch avait dit ça, ok ? Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont envoyés, ils ont fait un petit groupe WhatsApp, les gars, il y a quelques jours, ils se sont dit, vous savez quoi, on va inverser la vapeur et on va dire l'inverse. Alors, c'est pas tout à fait l'inverse, mais c'est le fait de dire que finalement, avec le recul et avec le temps qui passe, on se rend compte que l'IA n'est pas autant destructrice d'emplois que ce qu'on avait pu l'annoncer il y a quelques mois. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est bullshit? Parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose, c'est une information qui est vraiment négative finalement et qui risque de leur retomber dessus. Donc est-ce qu'ils adoucissent un petit peu leur point de vue? Est-ce qu'ils pensent vraiment que finalement l'IA ne va pas détruire des emplois? Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Didier. La réponse est dans la question. Je veux dire, il y a un phénomène qui est lié au contexte. Et le contexte, c'est quoi? C'est l'entrée en bourse de la majorité de ces entreprises. Et tu comprends très bien que les chefs d'entreprises liés à l'IA ne veulent surtout pas effrayer les investisseurs, parce qu'en plus, il y a une espèce de mouvement aux États-Unis surtout d'opposition à l'IA, on a vu, qui est parfois peut-être même assez violent. Donc OpenAI, Anthropic, tous ces gens-là, ils veulent surtout pas effrayer leurs investisseurs et leurs clients. Donc ils calment le jeu, ils disent regardez, finalement c'est pas aussi terrible que ça, l'apocalypse n'aura pas lieu, a dit Sam Altman. Cela dit, pour les entreprises, c'était plutôt une bonne nouvelle le fait que l'IA détruise des emplois, parce que ça leur permettait de licencier pas mal de monde. C'est ce que disait Jensen Huang, ce qui est très juste d'ailleurs, il disait mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bullshit pour le coup de dire que on licencie à cause de l'IA, c'est vraiment de la paresse intellectuelle. Parce que l'IA est arrivée il y a 2 ans, et c'est pas en 2 ans que ça va saper toute l'économie mondiale au point qu'on vire 10 000 salariés d'une grosse entreprise. Donc c'est clairement un prétexte. Et ça, on l'avait plus ou moins décodé déjà. Alors, donc il y a ça, il y a le côté on veut rassurer les gens. Je suis assez partagé sur l'exemple qu'a donné
Arthur Mensch dans son interview sur RTL, où il expliquait en gros que dans le cadre des programmeurs, par exemple, l'IA permet à un développeur de ne plus être juste un codeur, mais d'être un espèce de chef d'orchestre où il définit son projet et il laisse les IA produire le code, etc. En gros, l'IA ne remplace pas les programmeurs, quoi, voilà. Et les développeurs. C'est un secteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la traduction ? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'édition ? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine même du cinéma, de la musique ? On le voit tous les jours qu'il y a une espèce de tentative d'hégémonie de la presse, même d'une manière générale. De la presse, du journalisme, j'allais oublier. Donc tout ça fait que effectivement les gens se méfient et que l'idée de dire que l'IA ne vient pas voler des emplois, elle est peut-être à nuancer. Et puis on verra, puisque comme elle évolue sans arrêt, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Et je rapproche ça aussi de ce qui m'a paru intéressant, c'était la fameuse encyclique du pape, qui explique en gros que l'IA doit être maîtrisée, contrôlée, et qu'il ne faut surtout pas qu'elle vienne s'opposer à l'humain. C'est un discours qui est celui du pape, qui est un discours moral, mais qui a quand même des répercussions sur une grande partie de la population. L'Amérique latine, la Pologne, l'Irlande, ces pays traditionnellement catholiques, et qui donc illustre d'une certaine manière ce que les gens pensent aussi. Voilà. Yves ? Non, moi je suis content parce qu'il y a quelque temps, on parlait de la bulle financière autour de l'AI, maintenant on parle de la bulle du pape. Donc, quelque part, oui, je ne pouvais pas ne pas la faire, c'était pas possible, tu me connais. Oui. Bon, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la réalité du business, et la réalité du business, est-ce que ça va créer des emplois ou détruire des emplois ? On n'en sait rien. Ça va, à mon avis, dépendre de la courbe de la productivité. Et des secteurs. Et des secteurs et de la vitesse à laquelle ça va prendre et la productivité à laquelle ça va prendre. Il paraît assez évident que dans la programmation, ça va détruire des emplois. Il paraît assez évident que dans la cuisine ou le service dans un bar, ça ne va pas détruire d'emplois. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre des secteurs. Par contre, jusqu'à ce que les robots arrivent, mais ça sera dans 10, 15 ans, 20 ans. Enfin, le robot qui remplira la vaisselle et qui servira au bar et qui prendra la monnaie et puis qui fera la petite plaisanterie sur la bulle du pape. Mais avec Fred, on en rêve, c'est pour ça, si tu veux. On aimerait bien qu'il arrive, ce robot. Oui, mais bon, ok. Et il va falloir encore qu'on fasse la vaisselle. On rêve encore. Qu'on remplisse la vaisselle. Bon. Non, et après, il y a le bullshit, la communication, et c'est peut-être ça qu'il faut décrypter pour les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un nouveau produit. Donc on a dit, achète ce nouveau produit, l'AI, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu l'achètes, tu vas devenir beau, intelligent, machin, et tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc ça détruit de l'emploi, donc achète-le. Donc les entreprises ont acheté le truc. Puis à un moment donné, elles se sont mis le maquillage, puis elles se sont dit, en fait, ou elles ont pris les petites pilules, puis elles ont dit, ouais, peut-être que je rajeunis, je me sens un peu mieux, mais enfin bon, j'ai quand même c'est pas aussi impressionnant que ce qui était prévu. C'est pas aussi impressionnant que ce qui était parti. Donc, et puis après, surtout, il y a la population qui s'est dit, attends, tu es en train de me dire que tu vas me zigouiller, là ? Moi, je travaille dans la boîte de développement XYZ, et là, tu es en train de me dire que Alors, ils ont commencé à poser des questions. Alors, patron, tu vois, mais patron, on a vraiment besoin de ça pour me zigouiller ? Enfin, moi, je suis pas d'accord. Et donc, tout d'un coup, il se passe aux États-Unis un contrepas ou un contrepoint où les gens commencent à être pas d'accord sur les data centers, où les gens commencent à pas être d'accord sur l'inflation, parce que l'inflation énergétique pour alimenter sur les data centers, et les gens se disent, attends, je vois pas pourquoi je continuerai à travailler pour me faire tuer. Okay ? Donc, tout d'un coup, panique à bord de tous ces géants-là. Mais non, les data centers sont pas polluants. On sort l'extincteur et on revient sur ce qu'on a dit. Voilà. Le détroit d'Ormuz, c'est juste ponctuel et l'énergie va baisser. Quant aux emplois, bullshit, on s'est juste trompé, quoi. Donc, je pense qu'il y a tout un dialogue, il y a toute une dialectique autour de ça. Je pense que la réalité, c'est qu'on n'en sait rien et ça dépendra d'un certain nombre de branches, comme tu l'as tout à fait justement fait remarquer. Je pense qu'il faut plus parler de tâches que de métiers, parce que c'est tout ça. Nous, souvent, il y avait une étude qui était sortie en disant, voilà, décomposez un peu tout ce que vous faites dans la journée, dans la semaine, en nombre de tâches, voilà, répondre aux mails, assister à des réunions, etc. Et puis, sur l'ensemble de ces tâches-là, qui sont celles, vous réfléchissez, vous agissez, vous programmez, je ne sais quoi, si 30% peuvent être remplacés par une IA, là, votre métier, il est peut-être il est peut-être en danger. Oui, en danger, oui. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que là, il y a un très gros rôle de la part des dirigeants, des parties RH. Je prends 2 exemples. Le premier, on était à une table ronde à KPME il y a quelques jours avec une entrepreneuse française dans l'IA, Prisme.ai, Wafa Amal, et qui nous dit à un moment, nous un matin, avec tous les agents, un matin on s'est réveillé, un tiers de mes développeurs
et plus de boulot. C'est fait par des agents et tout ça. Et donc, et comme on ne voulait pas arriver là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait aller vers là, très en amont, on a commencé à redispatcher les tâches, les postes, voir... Oui, parce que cette personne a une responsabilité sociale, on va dire, importante. Oui, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont. Bon, Mon deuxième exemple, c'est dans une entreprise où tu avais des gens qui contrôlaient, des très grosses boîtes, qui contrôlaient des notes de frais. Voilà, il y avait un logiciel. Et puis tout ça, ça commençait à être remplacé par l'IA. Évidemment, les 9 personnes qui étaient là pour contrôler les notes de frais, on n'a plus besoin d'eux. L'IA était en train de faire tout ça. Mais l'entreprise, elle a pris ça très en amont. Et ces 9 personnes, elle a commencé peu à peu à les réaffecter. Alors, il faut que les personnes acceptent de ne plus faire ce... Alors, ça peut être un peu rébarbatif, mais pour certaines, ça leur convenait tout à fait. Voilà, un peu de responsabilité, un peu il y a un peu de pression, mais sans plus. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un gros enjeu RH, c'est de penser vraiment avant qu'est-ce qu'on va faire des gens, regarder vraiment tous les métiers qui peuvent être directement impactés et voir un peu ce qu'on peut en faire. Voilà pour ce sujet, on va s'arrêter quelques secondes, 2 minutes, et on revient pour la suite de ce débrief de l'Actu Tech dans Tech & Co, avec Yves Maître, avec Didier Sens, avec Frédéric Simotel, et on va parler télé, parce que ça bouge aussi dans l'industrie de la télévision. La télé, ça fait plus recette, et on a l'impression que on va dire les marques mythiques, historiques dans ce domaine, petit à petit arrêtent, jettent l'éponge. C'est étonnant, c'est triste. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là en ce jeudi soir avec nous pour débriefer l'actu. Encore pendant une demi-heure, nous avons Frédéric Simotel, Yves Maître et Didier Sens. Et après avoir parlé longuement d'IA, et avant d'y revenir avec, je vous le rappelle, l'interview dans quelques minutes de Timothée Lacroix, le cofondateur de Mistral AI, qui a répondu à mes questions. Avant tout cela, parlons de produits high-tech. La télévision qui, on le sait, est dans une situation compliquée. Alors là, il va y avoir la Coupe du Monde qui va arriver, donc forcément les constructeurs de télé se réjouissent parce que c'est toujours le moment où on renouvelle sa télé, on s'offre une nouvelle télé, etc., etc. Mais malgré tout, ce secteur-là va pas bien. Et on en avait parlé il y a quelques semaines de cela. Sony a annoncé vouloir arrêter la fabrication de ses propres télévisions. Vous vous rendez compte, Sony quand même, qui est une marque... Ça fait quand même un bout de temps que Sony ne fabrique plus les dalles et ne se contente que de faire l'électronique. Oui, mais ils fabriquent... Enfin, c'était leur propre télévision, si tu veux. C'était une télé Sony que tu as achetée. C'est vrai que c'était plus leur dalle, mais malgré tout, voilà, t'as acheté une télé Sony. Et dedans, il y avait beaucoup de Google aussi. C'est un problème aussi, quoi. Bon, en tout cas, maintenant, ils ont décidé d'arrêter. Première info. Enfin, ils arrêtent. C'est-à-dire qu'ils ont monté une joint venture avec TCL, et c'est TCL qui va, à partir de l'année prochaine, fabriquer les télévisions, même les hauts de gamme de Sony, parce que souvent, pour ces marques-là, le bas de gamme est fait par, on va dire, une marque B, et le haut de gamme était conservé par la marque originelle. Là, non. Sony, en fait, se désolidarise, et TCL fabriquera les télés. Première chose. Deuxième chose, et là, c'est pas confirmé, mais il y a une rumeur qui se fait de plus en plus insistante, comme quoi LG, le géant coréen de la télé aussi, arrêterait, non pas de fabriquer les dalles, parce que c'est leur business, mais ne commercialiserait plus de télé, ne fabriquerait plus de télé. Comment on va faire au CES de Las Vegas ? Franchement, on se retrouvait toujours dans des stands magnifiques d'LG avec de superbes écrans. Alors, tu as oublié de parler de Panasonic aussi, qui a vendu sa division à un groupe chinois. C'est vrai. Alors, LG, c'est un fabricant de téléviseurs qui est quand même moins connu que Samsung, moins connu que Sony, que Panasonic. Mais qui avait fait son trou dans le haut de gamme avec l'OLED. Et qui est super revenu sur le business avec l'OLED dans les années 2017-2018. Et qui a construit donc une série de téléviseurs plutôt de bonne qualité, même si les testeurs disaient que en termes d'électronique, ils étaient un peu moins bons que les concurrents, y compris Philips, qui lui aussi. Et puis ils ont leur propre OS aussi, qui est WebOS, qui est un ancien OS de l'époque de la Silicon truc comme ça, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était pas le pilote, non ? C'était pas le pilote WebOS ? Enfin bon, on s'égare. C'était Pion ou Palm ? C'était un des deux. Peut-être Palm, ouais.
Et alors, mais qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire-là? Ça nous dit que le centre de gravité de la télévision est en train de changer géographiquement. Avant, c'était le Japon. C'était Sony, Panasonic, Toshiba et toutes ces marques-là qu'on a connues. Après, ça a été un peu la Corée, Samsung, LG, etc. Maintenant, c'est la Chine. Il n'y a plus d'industrie du téléviseur classique qu'on a connu pendant des années au pays, au Japon et en Corée. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a un problème technologique. C'est-à-dire que les Japonais étaient très forts sur les premiers écrans plats, qui étaient des LED et des plasmas, rappelez-vous de Pioneer. Les Coréens, après, sont arrivés, LG est arrivé avec le LED. Et maintenant, ce qui marche bien, c'est les micro-LED. Et les micro-LED, c'est une technologie que maîtrisent parfaitement les industriels chinois et qui a l'avantage d'être plus économe et plus économique. Et donc, c'est normal que ce soit ces usines-là qui produisent finalement les dalles qui vont permettre d'avoir une meilleure définition en grande taille par rapport à ce qu'on peut obtenir aujourd'hui en OLED. Donc voilà, il y a ce changement technique, stratégique, qui fait que le métier change un peu. Et puis il y a aussi le dernier point, c'est qu'il y a un changement d'usage. Le téléviseur qui trône au milieu du salon, il est en voie de disparition. Il faut bien se l'avouer un jour ou l'autre. Ça concerne des générations. Il y a eu un retour de flamme, j'ai envie de dire, avec le Covid. On s'est tous retrouvés. Voilà, on s'est tous retrouvés confinés. Et la télé est redevenue l'écran principal. Ouais. Tes enfants, ils regardent comment leur série? C'est quoi alors? Mes enfants, et elles sont grandes, regardent leur téléphone et en même temps elles regardent la télé. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Je sais pas comment. Moi, c'est l'iPad, le téléviseur portable, le PC portable, le MacBook, etc. Mais jamais ils regardent un film à la télé. Il faut leur demander de venir regarder avec nous un film pour. Il y a quelques programmes fédérateurs, tu vois. Par exemple, The Voice. Oui, c'est des trucs comme ça. C'est des trucs qui rassemblent en fait la famille. Oui. Ou le foot. Là, typiquement, la Coupe du Monde. Le foot, tu vas le regarder en famille ou avec des amis parce que c'est un moment convivial. Ou au bar, mais tu le regardes sur une télé au bar. Attends, je voudrais juste te dire, là, on est en train de parler en tant qu'occidental. On est 8 milliards 5 sur cette planète. Des gens comme nous qui ont la télé dans le salon, etc., et qui disent j'achète plus de télé parce que j'ai mon smartphone personnel. Il n'y en a pas beaucoup sur les 8 milliards. Il y en a peut-être 1 milliard, 2 milliards. Mais la majorité des télés qui se vendent aujourd'hui, c'est pas chez nous, c'est dans l'Asie du Sud-Est, c'est en Chine qui est le plus gros marché mondial. Donc évidemment. Et la télé est toujours bankable là-bas. Mais oui, bien sûr, elle est bankable. J'étais en Afrique la semaine dernière, j'étais à Abidjan. Oui, il y a encore des marchands de télé, il y en a dans tous les magasins. Évidemment, parce que avoir un smartphone à 200, 300 euros, puis s'il y a 6 enfants plus les 2 parents, ça fait 8 smartphones, ça n'existe pas. Non, ça n'existe juste pas. Ouais. C'est juste pas possible. Donc la télé a encore un rôle central. Donc tout ce business-là, les Chinois, ils sont particulièrement forts parce qu'ils ont des réseaux de distribution. D'abord, ils ont le plus gros marché. Donc forcément, quand tu as le plus gros marché, tes prix baissent parce que tu as tes volumes. Donc tu attires. Puis après, ils sont en Asie du Sud-Est, ils sont juste pas mauvais du tout. L'Indonésie, c'est 200 millions de personnes. Puis après en Afrique, puis après en Amérique du Sud. Et évidemment, ils ont de plus en plus de volume, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une certaine logique et que tu faisais remarquer. Et donc tu as la valeur ajoutée qui reste au Japon et en Corée, c'est ces fameuses dalles. Et puis après, il y a le métier de crève la dalle, j'allais dire. Et bien ça, c'est les Chinois qui l'ont repris parce qu'ils ont le volume. Et c'est assez inéluctable. Le Japon fait encore des dalles? Ils font des dalles au Japon? Oui, ils font des dalles. Sony fait des dalles. D'accord. Ils font encore des dalles. Il y a une usine, Sony Toshiba, qui était une joint venture à une époque. Je crois qu'elle marche encore. Ils font des dalles, moins pour la télé, mais pour les voitures ou des choses comme ça. Ou pour les smartphones. Mais moi, je me souviens de George Go, qui est toujours, d'ailleurs, enfin, il n'est plus, mais qui est toujours un acteur influent en Chine, qui était donc le patron un des grands patrons de TCL. Il reportait directement à Monsieur Li. Et un jour, on va au restaurant à Shenzhen, c'était il y a une quinzaine d'années, il me dit « Yves, on va se mettre à faire des dalles pour concurrencer LG ». J'avais regardé, j'ai dit « Mais Georges, vous êtes complètement
vous êtes où? Enfin, vous avez fumé la moquette, enfin, ça n'existe pas. Vous allez vous battre contre les Coréens, mais enfin... Et surtout avec des procédés de fabrication hyper complexes. Eh bien, 15 ans après, ou 12 ans après, ils y sont arrivés. Ouais. Donc, il y a aussi ce courage-là, on en parlait tout à l'heure pour Mistral, il y a ce courage-là de dire rien n'est impossible, on y va, on se bat. Moi, ce que je trouve très Quand tu as intéressant... le plus grand marché du monde, bah, tu as quand même un avantage. Ce que je trouve intéressant et un peu triste aussi, c'est que finalement, on voit que la puissance technologique change de continent, finalement. Ouais, c'était le Japon, quand on était... enfant, ado, jeune adulte, ça a même été nous-mêmes. Ça a même été l'Allemagne, hein, les Grundig et tout ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ce qui nous faisait rêver, c'était la technologie japonaise. Les télés, les Walkman, les lecteurs de CD, les Blu-ray, magnétoscopes. tous ces trucs-là, c'était japonais. Et c'était les Japonais qui tenaient le marché, quoi. Après, ça a été la Corée du Sud avec Samsung et LG. Et là maintenant, on revit la même chose, et c'est la Chine qui prend le lead. C'est assez étonnant, je trouve. C'est-à-dire, ce marché de la télé, c'est un marché ultra compétitif et développé. Enfin, et la techno, ça coûte hyper cher. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur autre chose. Et les Chinois, comme tu disais, pour moi, les Chinois, il y a deux choses. La première, évidemment, un marché domestique gigantesque. Et puis ils sont. Je disais une étude par rapport à ce que tu disais. Parfois ils ont 2-3 télés par foyer. Enfin voilà, la télé reste un moment important. Donc marché gigantesque, on baisse les coûts. Et puis deuxième chose, c'est que les Chinois, peu à peu, à force de copier, à un moment ils sont devenus plus forts. Et puis ils commencent à avoir des technologies aussi de plutôt haut de gamme. Et donc maintenant aujourd'hui, les autres peuvent pas lutter. Et juste une chose par rapport à ce que disait Didier. Moi je pense quand même, et je vois ça derrière François, il y a le Home Hub, là. Enfin, il y a un écran, voilà, on en a fait une petite illustration avec la télé. Moi, je crois beaucoup, ça fait 2-3 ans que j'y crois, en allant au CES à chaque fois, moi, je crois toujours à la télé Home Hub. La télé va être l'endroit où on va lui parler, ça sera notre agenda. Non, moi, j'y crois pas du tout. Moi, je peux te dire, j'ai vu des trucs chez Samsung, et je me suis dit, mais c'est ça pour moi, ils ont compris. Juste une chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est l'impact que ça va avoir sur les distributeurs, des gens comme Boulanger ou Fnac Darty. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a 5 compétiteurs, on va dire TCL, Skyworth, LG, Samsung et qui d'autres, chacun loue la place, chacun achète sa place dans ces magasins-là. Donc les magasins font de l'argent d'une part par l'achat, mais avec des marges relativement faibles, et d'autre part parce qu'ils louent la place à ces constructeurs. Et quand on loue un espace de télé et qu'on veut montrer qu'on a des grandes télés, on est obligé de louer beaucoup d'espace. C'est pas comme quand on vend un stylo Bic. Quand on vend un stylo Bic, on loue pas beaucoup de place. Quand on vend des télés, il en faut 5 ou 6 dans le magasin, il en faut une très grande, une moyenne, et puis 3 petites, on va dire ça comme ça. Donc ça fait quand même de la place. Quand vous retirez toute cette place-là et que vous retirez le nombre de concurrents, le bargaining power, comme on dit, en disant combien tu vas me payer la place, je te la paye pas, je suis tout seul. Donc tu vas me la donner, la place. Et tout d'un coup, le revenu et l'importance pour les canaux de distribution, par exemple Fnac Darty, Boulanger ou d'autres, Best Buy aux États-Unis, tout d'un coup, c'est un vrai problème pour eux. Alors on n'y pense pas forcément, mais c'est un vrai problème pour les canaux de distribution qui vont se retrouver avec des forces limitées. Et un espace qui va être pas forcément utilisé. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi la structure économique de la Chine. C'est-à-dire que les fabricants coréens, japonais, etc., sont plus ou moins obligés, s'ils veulent attaquer le marché chinois, de faire alliance avec des entrepreneurs chinois. On le sait, c'est pas nouveau, ça marche dans toutes les industries, etc. Il arrive peut-être qu'au bout d'un moment, finalement, pour s'assurer d'avoir vraiment la majorité du marché très prometteur de la Chine, ils préfèrent finalement déléguer tout à leur associé local que de se prendre le chou à essayer de trouver des canaux différents pour remplir la même office. Et puis, il ne faut pas oublier que, je ne sais plus lequel de vous l'a dit, mais LG, ils continuent à faire les dalles. Et puis LG, il y a tout le marché aussi maintenant des écrans dans les voitures. Oui, absolument. Gros business pour eux. Les écrans dans les voitures, les écrans professionnels aussi. Sur les smartphones aussi. Les écrans professionnels, les écrans... il y a tout un ensemble des écrans dans les hôpitaux, tout ça. Ça fait et encore une fois, le réseau de distribution, parce que c'est important, mais en Afrique, c'est plein de petits magasins, des magasins encore familiaux comme il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en France. Et quand on vend des télés, quand on met à disposition de ces télés, il faut se faire payer. Alors que quand on va chez les boulangers, etc., on est à peu près sûr de se faire payer. Et donc, il y a tout un réseau de distribution, parce qu'encore une fois, parmi les 8 milliards d'individus, la majorité vivent dans ces pays-là.
eh bien, il faut maîtriser le canal de distribution, il faut pouvoir contrôler son canal de distribution. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, quand je travaillais chez Thomson, et je travaillais sur les usines de Thomson Inde, donc à Madras, très exactement, et donc on avait ce problématique où Vivek Badrinath, qui gérait Thomson Inde à cette époque-là, sa problématique numéro 1, c'était pas de vendre des produits, hein, c'était de récupérer l'argent. C'était le cash qu'il fallait récupérer. Et ben, les Chinois, ils sont très bons là-dedans. Ouais. Ils ont aussi cette capacité-là à faire tourner l'argent, à gérer l'argent, et voilà. Et évidemment, quand on maîtrise toute la value chain et qu'on est très flexible... On voit que c'est beaucoup plus complexe que deux bouts de plastique avec une dalle à l'intérieur. Non, mais c'est un marché qui est devenu beaucoup plus sur l'économique que sur la technologie. C'est ça, absolument. Et ben voilà, écoutez. On peut regarder ces magnifiques images de. Ça, c'était vraiment le chef-d'œuvre de LG, qui était ce téléviseur signature, qui rentrait dans un meuble et qui voilà. Ouais, si vous êtes avec nous à la télé, c'est un meuble. Avec une petite fente, oui. Voilà, avec une fente, et puis vous appuyez sur votre télécommande, votre télé sort comme ça, comme par magie. Elle se déroule. C'était un écran très fin. Incroyable, elle se déroule. Alors ça fait 10 ans peut-être qu'ils nous ont présenté ce truc-là. Ouais. Et en fait, ils en ont vendu très peu parce que, je pense que ça doit être très compliqué à fabriquer. Et 2, le prix, c'était $60 000, je crois, la télé. Je me demande si c'était pas plus, d'ailleurs. Enfin, voilà, bon, donc c'était... Mais trouvé leur marché dans les bateaux de luxe. Mais bien sûr. Les bateaux de luxe, quand tu navigues, ça bouge. Donc il fallait rentrer ta télé. En dehors de ça, c'était compliqué. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pu s'offrir ça dans leur loft au dernier étage à New York, par exemple. Ça peut le faire. Ou aux Émirats. Ou aux Émirats aussi. Dans l'actu, on évoque aussi les déboires de Google et son moteur de recherche qui, depuis la Google I.O., a un petit concurrent. Alors, c'est toujours un petit concurrent, mais et on va vous raconter l'histoire, c'est assez intéressant. DuckDuckGo, je ne sais pas si vous connaissez DuckDuckGo. Ben voilà. C'est mon browser. Moteur de recherche qui prône en fait la sécurité des données, la vie privée, parce que, il y a tout un discours de DuckDuckGo là-dessus. Eh bien, DuckDuckGo a vu la fréquentation de ses services exploser. Pourquoi ? Eh bien, parce que Google, lors de la Google I.O., a mis en avant les fonctions IA dans le moteur de recherche de Google. Et il y a plein de gens qui ont dit « Non, moi je veux pas d'IA, je retrouve pas mon Google, ça me plaît pas, eh ben je vais aller voir ailleurs ». Et alors, on se dit, c'est quoi ? Ça va être quelques personnes ? Non. Il y a eu, alors ça a été par vague, hausse moyenne de 18% des installations d'applications DuckDuckGo aux États-Unis entre le 20 et 25, et c'est même monté à 30% le 25 mai. Et même sur iOS, donc sur les téléphones Apple, il y a eu une explosion de téléchargement sur l'App Store de l'appli DuckDuckGo. C'est quand même étonnant. Est-ce que Google a pu voir arriver ce truc-là, Fred ? C'est rigolo, cette histoire. Oui, on assiste peut-être à une certaine fatigue de l'IA cognitive. Et puis surtout, tu ne changes pas comme ça. On veut retrouver un service que tu utilises depuis 20 ans. Quoi. C'est vrai que nous, on est un petit peu biaisé parce que nous, dès que ChatGPT est arrivé, Google Gemini, tout ça, on s'est jeté dessus. Puis peu à peu, comme ça a commencé à bien marcher, il y avait de moins en moins d'hallucinations. C'est devenu un peu notre moteur de recherche. Mais pour nous, mais pour la plupart des gens, c'est toujours Google. Pour la plupart des gens, ça reste Google. Et c'est vrai que Google, et notamment la Google I.O., alors nous, ça nous paraît formidable. L'IA nous aide, nous guide et tout ça. Mais non, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent, toi tu l'utilises, tu pourras le dire, qui préfèrent avoir la liste de sites, pouvoir avoir ce cheminement. On préfère l'avoir pour soi que le laisser à l'IA le faire. Alors, par rapport à ça, Frédéric, 2 choses. D'abord, moi, j'utilise DuckDuckGo depuis un certain nombre d'années. Je voulais juste dire aux téléspectateurs et aux auditeurs, c'est super simple, vous l'installez, c'est super simple, mais c'est vraiment super simple, quoi. Je veux dire, on l'installe de son App Shop et puis on roule. Et ça donne des résultats très très similaires. On n'est pas dépaysé par rapport à Google. Oui, voilà, ça marche bien, c'est ça. Il y a beaucoup moins de liens sponsorisés, ok ? Et on règle toute sa vie privée. Donc on peut dire non, je veux pas de mémoire. On peut dire je vis dans ma bulle ou j'ouvre tout. Et c'est super simple et ça marche super bien. Donc ça, déjà, je trouve que c'est voilà, je voulais juste dire ça. Deuxième chose, je pense que Google aurait dû embaucher Frédéric Simotel, parce que Frédéric Simotel, il y a déjà quelques années de ça... Ne donne pas d'idée à Google, qui nous pique pas notre Fredo. Je sais ce qu'il s'il te plaît. Bon, à 17 ans, je veux dire, j'ai encore, je peux dire encore. Et je me souviens toujours de Frédéric, qui m'a appris ça sur cette émission, en disant, il y a
le moteur de search et le moteur de réponse. Okay, et ce sont deux choses différentes, ce sont deux usages différents. Il y a le couteau et la fourchette. Bon, ils ont voulu mélanger les deux. Ils ont voulu faire une espèce de couteau suisse. Eh bien, il y a des gens, ils préfèrent encore avoir le couteau et la fourchette. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent avoir un moteur de search et un moteur de... Voilà. Et pourquoi ? Parce que je suis un vieux de la vieille, et moi, j'ai appris un truc, analyse, thèse, antithèse, synthèse. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de réponse ? On va directement à la synthèse. NVIDIA, ChatGPT, Anthropic, il vous donne la synthèse, il vous donne une réponse synthétique. Mais moi, le moteur de search, il me permet de faire l'analyse. Donc quand j'ai l'analyse, après, je fais ma thèse, je vais voir des sites contradictoires, je fais mon antithèse, puis je me fais ma synthèse, que je peux comparer, évidemment, avec celle des moteurs de réponse, ce que tu appelles des réponses. Ce qu'on fait beaucoup. Ce que beaucoup de gens font. Et je trouve que Google, en disant « c'est moi qui ai raison », ne réfléchis pas, prends ma synthèse à moi, et quelque part oublie de laisser la liberté aux gens de faire leur propre démarche intellectuelle et de recherche, il s'est trompé. Il s'est simplement trompé. Et je trouve que c'est sain de voir que le public, il dit « Attends, tu sais quoi ? Moi, si je veux aller à tel endroit, j'ai pas envie d'y aller par ton chemin. C'est moi le patron. Ouais. Alors, je regarde ta route, je regarde ton chemin, mais chacun sa route, chacun son chemin, comme dit l'autre. Hein. Et moi, je vais passer par le mien, et le tien est intéressant, il m'aide, mais je veux quand même avoir ma liberté. Ouais. Et c'est vrai que cette réaction me paraît très saine. Alors, un porte-parole de Google a dit qu'on pouvait désactiver ça, que c'était pas évidemment scellé dans le marbre, etc., etc. Mais en fait, voilà, les gens ne s'embêtent même pas à modifier les paramètres, quoi. Quand ils voient que leur interface a changé, ils vont ailleurs. Non, et puis la grosse erreur de Google, enfin, il y a deux choses. D'abord, on ne sait pas s'il n'y a pas d'hallucination dans les réponses, alors que l'avantage de Google, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination. Enfin, le Google classique, il n'y a pas d'hallucination, il nous donne des sites. Alors que là, s'il nous donne la réponse directement, je veux dire, on a un esprit critique qui va s'éveiller automatiquement. On a l'impression que le web est moins ouvert, il nous dirige. Oui, c'est ça. En plus, quels sont ses biais ? Pourquoi est-ce qu'il choisit ça plutôt qu'autre chose, etc. Alors que les algorithmes de recherche, on les connaît. Et puis, il y a une entrave au principe de monétisation des sites web. C'est quand même scandaleux. Il va chercher l'information directement, il ramène les résultats, ce qui évite à l'internaute d'aller visiter les sites et donc de les monétiser. C'est pas très cool pour les sites qui ne vivent que de cette monétisation. Puis, je voudrais faire remarquer une chose, c'est qu'ils ont loupé le coche, Google. Ils auraient dû faire ça en 2024, en 2023 même, à l'époque où Perplexity commençait à sortir des nimbes, parce que vraiment, Perplexity, c'est ce qu'on attendait à l'époque de Google, c'est-à-dire je pose ma question, il me donne les réponses avec les liens qui me permettent de trouver la source de l'information. Voilà. Et là, ils arrivent donc 4 ans trop tard. Oui. Mais en même temps, Google devait réagir, parce que Google, aujourd'hui, on se souvient, c'était l'interface, c'était notre entrée sur... Parfois, il y avait des gens qui disaient « je n'ai plus Internet ». En fait, ils avaient toujours Internet, puis il y avait juste que Google avait planté. Non, mais on a déjà vu ça. Et peu à peu, ils se sont rendus compte de quoi ? Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent par YouTube, il y a des gens qui rentrent par Reddit, il y a des gens qui rentrent par TikTok. Enfin, le point d'entrée, c'est plus Google. Donc, Google devait réagir. Donc, ils se sont dit, c'est le meilleur moyen, c'est de mettre justement moteur de réponse, moteur de recherche en même temps. Et puis là, on va plus le vers. Mais ils n'ont pas vu ce côté. Ça perturbe les habitudes des gens. D'ailleurs, DuckDuckGo propose un mode avec IA. Oui, ils sont pas mais on peut le désactiver facilement. C'est pas qu'on peut les activer, c'est qu'il faut vraiment le choisir. Il faut vraiment le choisir. Et voilà, c'est ça. Et moi, il y a une chose qui est importante par rapport à ce que tu viens de dire, et je suis 100% d'accord avec toi. Si on ne fait que des moteurs de réponse, on tue le web. C'est clair. On tue l'Internet. Ouais. Déjà, les applications ont fait beaucoup de mal. Les applications ont fait beaucoup de mal. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, attention, vous avez une responsabilité dans la survie, dans le mode de survie d'Internet. Et l'Internet, c'est quand même une liberté extraordinaire de penser, de réfléchir, d'avoir accès à l'information. Et si on tue ça, et je trouve que la réaction, encore une fois, est très saine des Américains d'aller chez DuckDuckGo, parce que c'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Attention les amis, grosse actu qui vient de tomber. Vous êtes prêts ? On est prêts. Là, on tutoie, on va dire, des sommets en termes de valorisation. Anthropic vient d'annoncer lever 65 milliards de dollars, c'est tombé il y a quelques minutes, et frôle donc les 1000 milliards de valorisation. Donc dépasse OpenAI. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
Anthropic est devant OpenAI en termes de On valorisation. avait senti venir quand même. Hein. Ouais, c'est clair. OpenAI était un peu en difficulté. Il parlait de 30 milliards. Hein. Au début, c'était 30 milliards. Mais là, c'est 65 65 milliards. Incroyable quand même. Il y a eu un renversement de tendance d'un seul coup entre les deux boîtes qui est assez phénoménal. J'apprends la nouvelle en direct. Bon, enfin, comme tout le monde, on est en direct, donc la preuve, c'est qu'on est en direct. Okay. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait au tout départ avec Mistral, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour continuer à grandir, il faut lever de l'argent, c'est-à-dire, et donc aller voir se mettre sur le marché, 65 milliards en l'occurrence. Les 65 milliards, qui c'est qui les donne? C'est nous. Soit on les donne on les donne directement parce qu'on achète des actions, soit on les donne parce qu'on a des assurances-vie, soit on les donne d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que ces entreprises-là, pour grossir, ne sont pas ce qu'on appelle sustainable, c'est-à-dire ne sont pas capables de vivre en autonomie. Elles sont obligées de faire appel au marché. Et donc, le système tel qu'il est fait, il ne peut pas tenir. Donc on est en train de monter dans des sommes colossales et il ne peut pas tenir. Alors je faisais une blague sur la bulle de tout à l'heure, c'était peut-être pas forcément très respectueuse, mais je m'en excuse, il n'y avait pas de vocation de provoquer qui que ce soit, bien entendu. Okay, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème économique. Et donc, il va falloir que quelqu'un paye. Donc, soit on fait payer par le marché, soit on fait payer par l'utilisateur, et à un moment, on fera payer par les deux. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, Fred, parce qu'on a des infos qui tombent. Anthropic dit avoir signé des accords jusqu'à 5 gigawatts de capacité avec Amazon, 5 gigawatts de TPU. Donc, en fait, ils sont... Et c'est rigolo parce que ça rejoint la stratégie de Mistral, finalement. Mais échelle, je ne sais pas combien, x10. C'est ce que je voulais dire. Je veux dire, ces investissements-là, on est en train de partir vers une bataille d'infrastructure. On est vraiment parti dans ce domaine-là. Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a ces agents qui se démultiplient à l'envers. Et ces agents, c'est comme des collaborateurs. Enfin, il va falloir leur donner de la puissance calcul. Il va falloir les héberger. Il va falloir tout ça. Et là, je pense que là, c'est un gros coup. Alors, ça va être derrière de l'achat de la GPU, de l'achat TPU, de l'achat... Et on est en train vraiment de basculer vers une bataille d'infrastructure. Là, on parlait d'un monde du logiciel. On est bien. Je pense que tous les auditeurs qui suivent BFM Business depuis au moins 3 ans savent que c'est une bataille d'infrastructure. On en a parlé 1000 fois. Et je crois, pour être tout à fait honnête, que BFM Business, tout Tech & Co, a vraiment été les premiers à soulever ce point-là en disant « Mais attendez, le LLM, c'est secondaire par rapport à l'infrastructure. Nous sommes dans une bataille d'infrastructure. » Et où je suis, moi, absolument étonné et choqué, parce que l'infrastructure, c'est l'État. C'est de la régulation. C'est ce que tu disais dès le départ, en fait. Il fallait que ce soit une décision de l'État, mais bien entendu, de faire et l'État et nos politiques, on rentrent en campagne en 2027. C'est ce que fait la Chine, d'ailleurs, non ? C'est ce que fait la Chine avec ses plans quinquennaux, etc. Nous rentrons en campagne électorale en 2027. Vous avez, entendu quelqu'un qui vous parle du programme politique de la gestion de l'infrastructure et de l'énergie en France ? Vous avez vu l'audition d'Arthur Mensch ? Personne. Vous avez vu l'audition d'Arthur Mensch au Sénat ? Il n'y avait personne. Donc, soit et le seul gars qui a posé des questions qui étaient lunaires, qui n'avaient rien à voir avec le sujet. On a un problème vraiment de compétence. Et en fait, il disait, oui, vous vous rendez compte, vous allez vous installer sur un terrain, mais est-ce que vous avez pensé aux répercussions écologiques, etc. Mais même, il y a une écologiste qui dit, à un moment, il se trompe dans les chiffres. Voilà, il parle en trillions, en billions, enfin voilà, parce qu'il confondait. Mais on avait compris l'esprit. Bien sûr. Quoi. Et elle a dit, regardez, il a essayé de nous avoir, il a parlé de chiffres complètement. Elle est partie là-dessus, alors que il est hyper clair. Et puis on voit bien un moment, parce que billion en français et en anglais, voilà, c'est pas les mêmes. Et puis il se reprend d'ailleurs. Et elle, tout de suite, elle part sur regarder, il nous cache des choses, c'est pas les vrais chiffres. C'était. Par contre, le truc a été vu des millions de fois, et ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai. Et espérons qu'il y ait un électrochoc de la part du futur présidentiable et des équipes qui seront autour de lui pour qu'on prenne vraiment ce sujet à bras-le-corps. On est prêt à les aider. Hein. On est prêt à leur expliquer, sans aucun souci, humblement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yves. Bonsoir. Yves Maître. Merci à Didier Essence. Merci à toi. Fred, on se retrouve la semaine prochaine. Bah oui, encore. On reparlera de ces 65 milliards. Ne bronze pas trop à Roland-Garros ce week-end, s'il te plaît. Non, je vais en Bretagne. Je vais bronzer aussi en Bretagne. On bronze en Bretagne. Oui. On apprend des trucs. Il doit habiter à côté d'un data center, à mon avis. Ça chauffe. Bon, vous restez avec nous. Prenez vos réservations, parce que vous verrez la température dans 20 ans.
Vous restez avec nous dans un instant, interview exceptionnelle de Timothée Lacroix. Timothée Lacroix, c'est l'un des cofondateurs de Mistral, justement. On va évoquer avec lui toute l'actualité de Mistral du jour, mais aussi on essaiera de prendre un peu de recul concernant toute la stratégie IA menée par Mistral, avec cette notion de souveraineté aussi qui est importante. Petite pause, interview donc Mistral juste après ceci. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.